Je suis au taquet les amis avec mon Alpina B10. J'attaque le 20e virage sur 73 du Number Green. Ouais. Tu t'es gouré de programme? Comment ça? Il paraît que j'ai confondu Alpina BMW avec Alpina Alpiner. Faut que je demande à mon coéquipier? Tu pourras m'en dire plus? Absolument. Que d'émotion les amis. Je me suis gouré de programme. Heureusement que la prod dans l'oreillette et Olivier à côté de moi m'a rappelé qu'on parlait de montre et non pas d'auto. Les amis, on va tout apprendre. Olivier va tout nous raconter avec son Alpina Alpiner. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Olivier, ça va? Salut Xavier, ça va bien. Ouais. Très bien, ouais. T'es fan d'automobile aussi? Un petit peu, mais pas autant que les montres. Pas autant que les montres? Non. Est-ce qu'on va poser la question, claire et nette, tout de suite. Est-ce que tu as remarqué que si tu tapes Alpina dans un moteur de recherche, tu te retrouves sur Alpina, préparateur d'auto de course, customisateur, etc. pour BMW et pas Alpina Watches? Tout à fait. C'est la première chose, dès qu'on encode Alpina, on a une société qui est un préparateur BMW, assez connu d'ailleurs, qui est je pense, un préparateur officiel, qui présente de très très belles mécaniques, très chères, et rien à voir avec l'univers horloger. Et il faut creuser un petit peu plus en marquant Alpina Watch ou bien Alpina Montre, et là, on rentre dans l'univers. Donc la moralité, c'est que tu vas pas me faire essayer ton B10. Alpina B10, les amis, une tuerie, je crois que c'est à 540 chevaux, Ouais, un truc de malade. Ouais. Là, on va juste les amis, être sur la Alpina. Alors, Alpiner ou Alpiner? Moi, je dis Alpiner ou Alpiner. On prend? Ouais, on prend. Ouais. C'est pas Dans les grave. deux cas, tu vas me le faire essayer ou pas? Tout à fait. C'est parti, les amis, on va faire l'échange de bracelets. Alors, je suis venu, je crois, avec une montre que vous n'avez jamais réellement vue dans Petite Montre entre amis, mais j'avais fait une petite déballe perso. C'est une Zodiac Spacetronic avec un calibre Dynotron, donc énergie à pile et organe réglant classique, balancier, spirale et encre. Tiens, c'est avec une forme. Un petit peu l'idée d'un Spring Drive? Non, parce que Spring Drive, c'est une affaire de frein et de régulation pour garder le rythme de la montre. Là, c'est vraiment simplement le ressort de barillet, donc l'énergie qui est remplacée par une pile. Sinon, à l'intérieur, tu vois osciller un balancier. Pour le coup, il est en plastique, les amis. Dedans, il y a un spiral et il y a une encre. Alors, je ne sais plus, les amis, si ça oscille à 3 ou 4 Hz, ou peut-être même 3,5. Écoute, bien belle montre. Combien mesure-t-elle, cette Alpina? Elle mesure 41,5 mm. Tu me permets de l'essayer? Bien sûr. J'ai l'impression qu'on a un gros poignet, les amis, avec Olivier. Il m'a fait le plaisir de mettre un bracelet NATO. Donc oui, tu connais la sanction du bracelet NATO, c'est que ça va forcément m'aller. Forcément. Eh oui, les amis, voilà. D'ailleurs, la tienne te va aussi. Ah, ouais, peut-être qu'il y aura officiellement, je vous promets les amis, si un jour il y a un échange de montres, on fera une petite vidéo dessus. Raconte-moi tout. On a une montre comme ça, de prime abord, assez classique, 3 aiguilles date. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur ce modèle, sachant que, Olivier, tu nous viens de Luxembourg. Voilà. Pour présenter une Alpina qui n'est jamais passée sur la chaîne. Exact. Alors, ça date de quand, cette Alpina? Alors, ça date d'il y a, on va dire, une bonne dizaine d'années. Oui. J'ai eu quelques montres avant. J'ai eu des montres de communion. Je ne sais plus si c'était... Est-ce que ça ne t'ennuie pas? Je me permets de te couper, d'en parler après. Sans problème. Les amis, vous avez vu, je me permets de le couper parce que parfois, vous me reprochez peut-être à juste titre d'interrompre l'invité. Mais en fait, c'est d'essayer de garder un certain rythme et un ordre des choses. D'accord. Donc, il y a une bonne dizaine d'années, et elle m'a tout de suite plu.
Vraiment, elle m'a tapé dans l'œil, comme on dit. Et pour 2-3 petits détails comme ça, le fameux triangle rouge, que j'adorais, qui est propre à la marque. Et puis alors, le plus intéressant, et ça, on va y revenir dans Souvenir probablement, c'était le mot Genève. Ça, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, qui m'a parlé parce que c'est une ville dans laquelle j'ai habité pendant 2 ans. Ouais. Donc, avec tout l'univers horloger autour de moi. Et à cette époque-là, sans m'intéresser plus que ça. Donc, cette montre représente cette ville que j'ai quittée quand j'avais 20 ans, 22 ans. Et voilà, donc c'est ce mot Genève, Alpina. Puis c'est une marque, voilà, on aurait pu dire, tiens, c'est une marque d'un constructeur automobile qui dérive dans les mondes. Pas du tout. J'ai appris à découvrir cette manufacture qui est assez vieille et découvrir son modèle, les modèles de la marque, dont cet Alpiner. Et voilà, moi je trouve que c'est une montre facile à porter, pratique, solide. Voilà. Là, elle est sur un bracelet NATO. Ouais. Pour une question de période, hein, on est au début du printemps, il ne fait pas encore chaud. Les amis, nous ne sommes pas dans un arbre, ce n'est pas un pivert que vous entendez, hein. On ne sait pas trop qui c'est, mais c'est ça l'enregistrement en direct, ou alors c'est un horloger qui est en train d'attaquer au burin les facettes d'une Royal Oak, mais je vous rassure les amis, elle n'a jamais été polie ni refaite, hein, cette montre. Hein. Ça ne nous dérange pas trop le bruit. Ça va. Ouais, oui, les amis. C'était il y a 10 ans, ok, mais t'as appris, comme tu le dis, à rentrer dans la marque, etc. Mais au départ, c'est plutôt l'aspect esthétique général, Genève, etc. qui t'a plu. Mais qu'est-ce qui fait que tu es rentré en contact avec cette marque? Parce que c'est quand même pas la marque la plus connue, loin de là, même si elle a une belle histoire. De plus d'une centaine d'années. Enfin, pas sous le nom Alpina, mais voilà. Ouais. Comment ça s'est fait? C'était dans une boutique Non, c'était sur Internet. Ah ouais? Oui, tout à fait. Je regardais les montres, et comme tu dis, c'est d'abord l'esprit esthétique. J'avais mis des choix comme ça. Je veux un cadran noir. Je veux des aiguilles facilement lisibles. Je veux une seconde centrale. La date ne me dérangeait pas à 6 heures, que du contraire. Voilà. Et puis, un modèle qui... J'avais pas tellement testé les calibres, enfin les diamètres de montre avant. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu déroutant dans le fait d'acheter une montre sur Internet, c'est qu'on ne peut pas l'essayer. Ouais. Donc, on se jette un peu à l'eau. Et en fait, je me suis dit... C'est la première fois que tu en as acheté une sans l'essayer? C'était la première fois que je passais le cap d'acheter une montre sans l'essayer. Et puis, je me suis dit, allons-y, à la vaille que vaille. Ouais. Et puis... on verra bien ce qui arrive. Voilà, on verra bien ce qui arrive. Et quand je l'ai reçu, ça a été vraiment... c'était le coup de cœur au départ. C'était la transformation de l'essai comme au rugby, quoi. Et j'ai vraiment adoré cette montre. Le côté brossé, un petit peu poli, mais pas trop. D'une montre, en fait, qui est plutôt dans un esprit baroudeuse, quoi. Voilà, une montre à tout faire, quoi. Quand tu l'as achetée, elle avait quoi comme bracelet? Elle avait un bracelet noir. Je crois que c'était un cuir de veau, imitation... un peu croco comme ça, un veau embossé, avec une couture blanche. Avec une couture blanche, d'accord. Avec une couture blanche, donc un aspect assez sportif. Ouais. Ouais. Tu disais tout à l'heure, tu cherchais une montre avec un cadran noir. Quand on la regarde comme ça, après ça dépend de l'éclairage, on pourrait penser que c'est plutôt un gris anthracite. Absolument. Alors c'est sa vraie couleur. Je pense qu'on est plus proche réellement d'un gris anthracite que d'un noir profond. D'accord. Et alors quand on la bouge selon les angles, eh bien là on voit cette couleur anthracite qui apparaît. Peut-être que ça vient aussi du traitement, en tout cas de la matière du cadran qui est mat. Hein, oui, je pense. C'est pas du tout soleillé, c'est vraiment un cadran mat comme ça.
C'est vraiment, ça donne des aspects, comme tu dis, ardoise, une pierre de schiste assez naturelle. D'accord. Ouais, tu l'as acheté sur Internet via le site d'un revendeur via Chrono 24. Chrono 24, donc tu l'as acheté d'occasion. Non, elle était neuve. Neuve de stock. Neuve de stock. Voilà, je pense que c'était à l'époque une fin de série qui était assez bradée, on va dire. Voilà, je me suis dit, ça c'est sympa. Quoi. Ouais. Ça, donc sympa. c'était une double première. Parce que c'est la première fois que tu as acheté une montre que tu n'avais pas essayée. C'est quand même différent, vous nous direz les amis ce que vous en pensez bien évidemment, mais d'acheter une montre sur le site de la marque. On n'a jamais acheté de fausses montres d'une marque sur le site d'une marque. Donc on n'achète pas de fausses Alpiner sur le site d'Alpina. Sur Chrono 24 qui est un intermédiaire, pas dans le sens où il y a plus ou moins de faux ou de choses trafiquées, etc. Mais ça reste un intermédiaire. Tout à fait. C'est la première fois mécaniquement que tu as acheté sur Chrono 24. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand je l'ai commandé, puisque c'est un principe de tiers payant, donc on verse l'argent sur leur compte et puis le vendeur envoie la montre. C'était un moment de panique, enfin pas de panique, mais d'anxiété en disant mais qu'est-ce que je vais recevoir, comment ça va se passer, est-ce qu'il y aura les papiers, la boîte, c'était... Mais ça c'était annoncé quand même. Oui, c'était annoncé. Non, mais tu savais qu'il y avait la boîte, les papiers, les trucs, mais finalement, tant que tu les avais pas, tu savais pas. Exactement. Tu as toujours, quand c'est la première fois, je connaissais pas Chrono 24, j'ai vu ça par hasard, et quand c'est la première fois, tu as des a priori, en disant le web, est-ce que c'est fiable? Il y a 10 ans, c'est pas que... Voilà. Et puis je l'ai reçu, et puis tout s'est très très bien passé. Elle avait la boîte impeccable. Donc il y a 10 ans, quand tu l'as acheté, tu avais déjà justement cette logique de tiers de confiance où Chrono 24 séquestre l'argent et ne le verse au vendeur. Non, je pense... Une fois que tu as dit que tu as reçu la montre? Je pense que c'était un tout petit peu différent il y a 10 ans. Je me rappelle plus exactement. Mais je pense que le tiers de confiance est apparu un petit peu après. J'ai plus de mémoire. Mais tu avais regardé quand même les notes, le pédigré, les feedbacks sur le vendeur. Le vendeur était très bien. C'était un vendeur allemand d'ailleurs, du côté de Francfort, quelque chose comme ça. D'accord. Très bien. Très bien. Donc tu l'as acheté, on va dire, neuf de stock, mais sur Chrono 24. Et tu l'as payé moins cher que le prix boutique. Oui, tout à fait. Combien ça coûtait à l'époque en prix boutique? Je crois qu'en boutique, elle était autour de 990 €, quelque chose comme ça. 990 €, ouais. Et là, j'ai dû la payer 550. Oui. Ah ouais, c'est une autre époque ça. Hein. C'est une autre époque, les amis, parce que une Alpina, pour le coup, Alpina 3 aiguilles date comme ça, mouvement mécanique, automatique. À l'époque, il devait tourner de façon très probable, soit sur le leurre, mais j'en serais étonné de calibre, soit sur un ETA 28-24. Tu sais ce qu'il y a? C'est un SW200. Déjà à l'époque? Oui, déjà il y avait Cellita à l'époque? Oui, qui est renommé AL 525, qui fait très BMW. Eh oui, les gars, série 5, 2,5 litres, hein, 6 cylindres en ligne. Laisse-moi écouter le bruit de ce... un bon petit moteur. Voilà, de ce moteur de 6 cylindres en ligne BM. Ah ouais, quand même, c'est beau. Hein. Ça marche bien. C'est intéressant. Est-ce que c'était également, quand tu l'as découverte, cette montre, et tu t'es dit, tiens, elle me plaît, tu t'es dit, elle me plaît, ça m'intéresse, je vais regarder, tu l'aurais acheté au plein tarif ou ton budget, c'était moins? Ou simplement, c'est l'occasion qui a fait le larron? C'est l'occasion qui a fait le larron, mais je pense que j'aurais été prêt à l'acheter plein tarif. Ouais. Mais je pense qu'on était déjà... la montre est sortie, je pense, un peu avant, et que je pense qu'ils étaient en fin de parcours de ce modèle-là. Bien sûr. Qui n'existe, enfin, qui n'est plus proposé à la vente, neuve aujourd'hui, qui est sorti du catalogue. Donc c'était ta premier achat en ligne, première montre Alpina. Ouais. Hein, c'est ça. Tout à fait. Avec un attrait justement sur le fait que ça a marqué une période de ta vie quand tu étais à Genève. Étudiant à Genève. Ouais, mais Genève, c'est quand même globalement au milieu des Alpes. Hein. Après, chacun voit le milieu où il veut, mais c'est globalement... Oui, c'est le début des Alpes.
Oui, bon, après, le Luxembourg, c'est très vallonné aussi. C'est dans le nord du pays, c'est très très vallonné. Ouais. D'ailleurs, il y en a un endroit au Luxembourg qui s'appelle la Petite Suisse. Ah oui. Parce que c'est très très vallonné, c'est très rocheux, c'est très très joli, très joli. Écoute, quel est le petit détail sur cette montre? J'ai bien une petite idée, les amis, mais il va quand même nous le dire, le petit détail qui fait le charme pour toi de ce modèle. Je pense que c'est le petit triangle rouge sur la seconde centrale. Ouais. Ça, c'est typique de la marque. On le retrouve à 12 heures, mais il n'est pas rouge. Là, il était... voilà. Et puis, dans un deuxième temps, c'est le Genève, quoi, ça donne un ancrage à la manufacture. Même si je crois que la manufacture n'a pas toujours été à Genève. Oui, c'est le cas, effectivement. Et puis pour le coup, tu en as quand même un paquet d'autres de marques où tu aurais pu avoir sur le cadran écrit Genève. Tout à fait. Certaines accessibles dans le vintage, hein, je pense aux Omega Genève, par exemple. Absolument. Moins accessibles si on est chez Patek Philippe. Et, oui. Hein, et tout ça, c'est une affaire de budget. Hein. Est-ce que tu me permets de dire que c'est une montre d'un diamètre non négligeable, ouais. Hein, et avec sa toute petite lunette, fait que c'est un grand modèle, mais pour autant, on est sur une montre assez discrète. Absolument, absolument. Épurée, ni fine ni épaisse. Elle est équilibrée, c'est vraiment ça, elle est équilibrée. Je pense que c'est dû aussi à cette forme de saphir qui est bombée, mais sur le début du boîtier, puis qui est plat vers le milieu. C'est un peu spécial, c'est un petit peu rétro, c'est pas complètement bombé, mais ça comme tu l'as dit, ça rétrécit le champ visuel du cadran. Et c'est pas pour déplaire, vraiment. Ouais, non, mais je suis d'accord. Cette petite touche rouge, j'en parle souvent parce que souvent l'invité parle de cette petite touche de couleur, etc. Mais ça en fait peut-être une montre qui eût été un peu austère s'il n'y avait pas cette touche de couleur, mais austère dans le sens où ce qui compte, c'est son efficacité. Et c'est vrai que on a quand même un cadran très ouvert. Une couleur mate comme ça qui fait que c'est extrêmement lisible. Je trouve, alors qu'elle est assez sobre, on est presque dans une tool watch. Alors peut-être parce que tu as mis un atto couleur légèrement kaki marron, machin, mais pas loin de... Ça peut lui donner un style militaire. Tout à fait, c'est ce que je cherche d'ailleurs. C'est ce que tu recherchais avec ce type de bracelet. Oui, tout à fait. C'est ce que je recherche, absolument. Pour moi, en tout cas, elle est plus du côté tool watch que du côté classique. Hein, c'est un modèle, comme tu l'as dit, assez classique, mais je la positionne plus dans la colonne tool watch. Oui. D'ailleurs, son nom aussi, est-ce que Alpina a voulu... Je pense qu'il y a un petit attrait. C'est clairement une gamme de sport. Est-ce que c'est une montre d'alpiniste? Ça, je ne sais pas. D'ailleurs, il y a eu Seiko qui a sorti la Seiko Alpiniste. Alpina qui a sorti l'Alpineur. Mais ce n'est pas une alpiniste. Mais clairement, quand tu vois le sponsorship de la marque qui est dans l'univers de la voiture, des avions, des bateaux, mais aussi des skieurs, ouais. Je crois qu'ils sponsorisent, j'ai bonne mémoire, des épreuves de la Coupe du Monde de freeride, avec des Français notamment, ils sont des champions du monde. Il y a ce côté alpiniste, qui me plaît beaucoup. Et donc forcément, qui dit montre de montagne, dit montre costaud. Ça doit être des montres qui doivent absorber les chocs, qui ne doivent pas avoir peur d'être jetés dans la neige, au poignet bien sûr. Je me souviens plus tout à fait des dates exactes de la sortie de l'Alpiner et de la Alpina Alpiner 4, justement avec ces 4 caractéristiques de robustesse, d'étanchéité, de précision et de
d'antimagnétisme. Exact. C'est ce qu'on demande à une montre de baroudeuse, voire d'explorateur, voire d'alpiniste, où les chocs quand même sont assez nombreux. Ouais. C'est intéressant comme produit parce que je ne vais pas dire que c'est unique parce que quand on regarde par exemple la typo des index, à 12 heures, 2 heures, 4 heures, etc., on n'est pas très éloigné des montres d'aviateurs type IWC, Mark 11 et ainsi de suite, de la Seconde Guerre mondiale. Tu vois, sous certains aspects, on pourrait avoir 2, 3, tu vois, ça va pouvoir ressembler à une IWC portugaise. Tout à fait. Par contre, on a des aiguilles qui sont complètement différentes, qui sont vintage. Hein, c'est des aiguilles dauphine, ça, hein, c'est ça? Ouais. C'est pas mal du tout. Le petit logo en applique, Alpina. Ouais. Hein? Sympa. Ça, c'est sympa, ça pétille, ça fluctue, etc. La seule chose que je pourrais lui reprocher, j'aime beaucoup ses index, mais par contre, sous certains angles, quand tu es au soleil, ils disparaissent. Ah oui? Ils deviennent complètement invisibles. Ils deviennent noirs? Ouais, ils deviennent noirs. Et bon, c'est pas très important, mais la vraie Tool Watch aurait des index avec des marqueurs luminescents. Celle-ci, comme tu dis, elle a des index qui sont plus dans le style un peu IWC, et parfois ils disparaissent au soleil. Ça, c'est un énorme problème, les amis. C'est-à-dire quand on a le soleil dans l'œil, on est au bord du lac Léman, où les spécialistes diront lac de Genève, je ne sais pas trop. On est au bord de la mer, on est au bord d'un lac au Luxembourg, et là, le soleil nous empêche de lire l'heure. C'est vraiment inacceptable, les amis. Ça en est même, ça en est même scandaleux. C'est une montre que tu portes tous les jours, fréquemment, tout le temps. Fréquemment. C'est pas ma montre avec laquelle je travaille, parce que j'ai un boulot qui est dans les espaces verts et qui sollicite énormément de... faut pas y mettre une montre trop fragile. Donc, vaut mieux bosser avec une Casio G-Shock dans ce milieu-là. Donc, c'est une G-Shock que tu as? Non, j'ai une Suunto. Une Suunto, un vieux modèle, qui est vraiment très, très robuste. Et voilà, qui peut recevoir des branches, des cailloux. Pour le coup, Suunto, les amis, Suunto, Garmin... c'est vraiment les Tool Watch historiques. Suunto, c'est finlandais de mémoire. C'est finlandais, c'est ça. Effectivement, moi j'ai connu ça rapidement pour les montres de plongée. Absolument. À une époque où il n'y avait pas encore toutes les synchronisations, etc. J'imagine qu'aujourd'hui, une Suunto, c'est une smartwatch. Je pense. Plus aboutie, plus radicale, plus technique. Je pense, Et ils sont vraiment dans le même esprit que les Garmin, la série Phoenix. Moi, j'ai un modèle très très simple, qui passe partout. Mais quand tu attaques le bosquet, quand tu as la cisaille, le sécateur, ou alors la fourche bêche, si la Suunto elle prend un coup, c'est la bêche qui périclite, quoi. Oui, à peu près. C'est à peu près ça. Alors que là, tu serais embarrassé quand même. Ou alors, il faudrait qu'on demande au pivert qui est juste en dessous, les amis. Vous avez vu, il s'est calmé, il a compris qu'il nous dérangeait, que ça n'allait pas être possible sur cette affaire. Dedans, donc à l'époque, il y avait un Sellita SW200, mais il me semble bien que dans leur gamme, déjà à l'époque, ils avaient leur propre calibre. Oui, alors il y a je pense qu'il y a chez Alpina, il y a 2 sortes de calibres. Il y a, comme ETA a dû arrêter la fourniture, ils sont rabattus sur Sellita. Et puis il y a des modèles chez Alpina qui sont beaucoup plus haut de gamme. Notamment certains chronographes, des montres manuelles régulateurs qui utilisent leur mouvement propre. Et puis ils sont, je pense, en train d'accélérer ce mouvement, de développer leur propre mouvement. Un peu comme, je ne vais pas dire toutes les marques, mais en tout cas celles qui en ont les moyens et celles qui en ont l'ADN, puisque historiquement Alpina a fabriqué au départ ses propres mouvements dans laquelle ils étaient, ont fabriqué leur mouvement. Et puis mine de rien, aujourd'hui, avec toutes les jeunes marques qui se lancent et qui emboîtent
des calibres, on va dire, dits du marché, hein, sur étagère, hein, qui en commandent et qui les intègrent. Si tu veux maintenir ton niveau de prix, voire augmenter tes marges, Tout à fait. la principale solution, je pense, c'est quand même de proposer à tes clients une montre avec un calibre qu'on va appeler maison, manufacture, enfin bref, Revisiter. parce que c'est compliqué, Voilà. mais d'expliquer qu'il y a plus que simplement un standard que toute autre marque peut intégrer dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que comme elle me va, je ne sais pas si je vais lui rendre la sienne, les amis. Hein, moi, j'aime beaucoup la tienne. Hein. Ça, oui, hein. Je reconnais le style Xavier, là, montre des années 70. On a tous nos petits problèmes. Voilà, ouais. Très jolie. Les amis. Elle me fait penser un peu à un boîtier Zénith. Oui, tout à fait, cette forme hexagonale, à 384, Zénith El Primero. C'est très joli. Qu'on a vu sur la chaîne dans un duel time, les amis. Vous regardez, là où vous regardez, je vous mettrai l'URL. Ouais, c'est sympa. C'est un peu capricieux, les amis, les mouvements d'Inotron, hein, parce que d'abord, c'est une technologie hybride, hein, énergie électrique via une pile et puis organe réglant classique, mais ça n'a pas perduré. Donc pourquoi? Parce que c'était une techno peu fiable, en tout cas par rapport à tout ce qui pouvait se faire quelques années plus tard avec du quartz, et en plus du quartz de moins en moins cher. Et deuxièmement, ça consomme une énergie astronomique. Donc en fait, une montre comme ça, quand vous ne la portez pas, il faut tirer la couronne pour arrêter le fonctionnement de la montre et éviter que votre pile ne se consume. Et le problème, c'est que si vous la portez peu, quand bien même elle est arrêtée, à un moment ou un autre, votre pile fatigue et elle peut être amenée à fuir, même si l'énergie n'est pas consommée dedans, tu vois. Mais elle est quand même sacrément sympa. Ouais. Et puis, je préfère avoir cette Zodiac-là, les amis, que la Zodiac du tueur, hein, le fameux tueur à la Zodiac, les amis, parce que ça, c'est un coup à pas dormir. Hein, t'es d'accord? Oui, tout à fait. On enchaîne pour la suite. C'est parti pour la séquence souvenir. Tiens, je te la rends. Merci beaucoup, Xavier. Je te rends la tienne. C'est moi. Merci de me l'avoir rendu. Ouais, on est sur deux formats complètement différents. Mais c'est toujours intéressant à comparer. Tiens, je te la rends. Merci. Voilà. Alors, tu nous disais tout à l'heure que celle-ci, tu l'as achetée il y a 10 ans. Ouais. Que tu avais eu et que tu as d'autres montres. Ouais. Comment t'es arrivé tu vois, parce qu'en plus, tu nous as dit que dans ton métier, tu portais une Suunto. Ouais. C'est-à-dire vraiment le produit fonctionnel. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a fait arriver à quelque chose de purement passionnel? Eh bien, comme beaucoup de personnes, tu as une vie de petit garçon, et puis un jour tu apprends à lire l'heure, et puis généralement, comme ça se faisait dans le temps, puisque j'ai un certain âge, les parrains à ta communion t'offrent une première montre. J'ai reçu, je pense que c'était une Kelton ou quelque chose comme ça, ou une Lip. Je me rappelle, j'ai même plus en mémoire cette montre. Je me souviens qu'elle avait un fond bleu, que c'était les prémices du skateboard, et que j'étais tombé avec, et j'avais... Oh là là, le verre était complètement griffé. Alors, fais attention, parce que ça, c'est la trajectoire, les amis, pour arriver à la Suunto. Voilà. Tu vois, c'est pas la trajectoire passionnelle. Donc voilà, j'ai eu cette première dont j'ai pas un grand souvenir. Après, il y a eu une longue période quasiment où je mettais même pas de montre. Et puis, j'ai acheté dans les années 80, quelque chose comme ça, une Tag Heuer, un modèle assez petit, où bracelet en caoutchouc noir, et le fond était totalement luminescent pour faire de la plongée. Et tu l'as amené? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai plus. Tu l'as plus? Je l'ai plus. Mais elle me dit quelque chose, cette montre. C'était une montre à quartz. D'un format, je crois, 35 mm, 36 mm. Oui, mais une montre à quartz analogique, donc avec des aiguilles. Absolument, oui, tout à fait. C'était pas les index et les aiguilles qui étaient traitées, c'était le fond. C'était le fond. C'était le cadran qui était entièrement recouvert de Luminova à l'époque. Ouais, c'était très impressionnant la nuit. C'était une montre... Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette montre? Je crois que je l'ai perdue quelque part dans un sac de plongée. Je l'ai plus retrouvée. Voilà. Elle a disparu au fond des abîmes.
même, enfin, j'ai aucune idée. Mais c'était à l'époque où, avec mon frère, on était passionnés de plongée sous-marine. Hein. On a bercé dans l'univers Jacques-Yves Cousteau depuis tout petit, mais vraiment tout petit, où le samedi soir, avec les parents, religieusement, on regardait les émissions du commandant Cousteau. Voilà. Et moi, je regardais, avec la Calypso. Avec la Calypso. D'ailleurs, un de mes rêves, c'était d'être plongeur professionnel sur la Calypso, ce qui m'a fait plus tard prendre des cours de plongée. Enfin, j'ai jamais dit à mes parents que je voulais être plongeur professionnel, mais c'était un rêve d'enfance comme Est-ce que tu es devenu plongeur amateur? Je suis devenu plongeur amateur. Avec mon frère, on a passé nos brevets, voilà. Puis à un moment donné, quand tu es plongeur, il faut acheter un outil de plongée dont la montre fait partie. Moi, j'avais acheté une TAG. Mon frère avait acheté une Citizen que je trouvais extraordinaire parce qu'elle avait un profondimètre intégré. C'était la première montre profondimètre intégré. Mais ils ont, les amis, vous nous direz en commentaire, mais j'ai oublié, alors qu'il me semble j'en avais parlé dans un quiz. Si maintenant j'oublie les questions du quiz, rien ne va plus. Mais ils ont un modèle historique, justement Citizen, très radical en termes de plongée. Je me demande si c'est pas celui-là. Je pense. J'ai plus la référence exacte, mais je pense qu'à l'époque, c'était la première montre, ou une des premières. Enfin, il y a peut-être à quartz, relativement abordable, qui avait ce profondimètre intégré. À cette époque-là, il n'y avait pas encore les ordinateurs de plongée? C'était le tout début d'une société qui s'appelait Uwatech, qui était suisse. Ils étaient, la première version avait un peu des ratés, mais après ils sont devenus très fiables. Et puis ça a été l'explosion de l'ordinateur de plongée. Il y a une ambiance de folie maintenant, les amis. Je ne sais pas si vous avez entendu derrière. On va pas tarder à boucler l'émission avec Olivier pour aller teuffer quand même. Ils sont en train de boire un coup et on trinquera également à votre santé. Tu parlais du religieusement regarder. Les émissions du commandant Cousteau. Et au moment où tu es arrivé à faire de la plongée, etc., avec ton frère, dans une logique, la plongée, il y a un truc qui est fascinant, d'abord d'en faire, et puis il y a une dimension matos. Oui, absolument. La table, la combi, les trucs, le couteau, le masque, l'octopus. Attention les amis, quand on est tombé là-dedans, c'est encore plus chaud que dans les montres. Hein. Oui, c'est très sérieux. Tu n'as pas fait le lien avec parce que ça, tu t'en es rendu compte après, avec tout l'apport en termes de R&D et d'innovation, justement, des recherches de Cousteau, avec son acolyte pour le développement du scaphandre autonome, l'Aqualung, et le besoin d'avoir une montre fiable en profondeur. Non, je pensais que j'étais focalisé sur la plongée en tant que telle. La montre était un accessoire et puis je n'avais pas plongé dans l'historique Cousteau gagnant, le développement du détendeur, non. Je voyais la plongée comme un univers à part dont la montre était un accessoire au même titre qu'une paire de palmes ou un masque. Il fallait un instrument fiable, mais sans plus. Donc cette tag... Elle a disparu. À la baille, aux oubliettes, elle est recouverte de coraux, là où tu avais plongé à l'époque. La suivante, tu t'en souviens? Ah, très très bien, très bien. Donc, il nous fait saliver les amis, il est bon Olivier, il est bon. Là, mes parents, mon père ayant étudié à Genève, il m'avait proposé d'y étudier. Donc je suis allé étudier pendant 2 années des cours d'économie et de comptabilité. Et là, dans le monde étudiant genevois, je rencontre des gens, dont un type qui est un gars qui était en dentisterie, il se reconnaîtra peut-être, et qui avait des connexions chez Rolex. Alors, il était un des dentistes qui soignait les employés de chez Rolex. Ah non, c'est authentique. Et puis, il m'a dit, via des contacts, c'est un peu flou, une histoire que tu pourrais même plus imaginer aujourd'hui, il m'a dit, ah oui, mais si tu veux une Rolex, tu me dis, parce que j'ai un contact chez Rolex, et je peux avoir des montres directement de l'usine. Là, on est en quelle année, grosse maille? Là, on est en 87. 87, juste avant les années 90. Et qu'est-ce que tu as fait avec ça?
t'es posé la question, tu as réfléchi? J'ai beaucoup réfléchi, et vu le prix qui me l'a proposé, je crois que c'était 800 €, traduit parce que c'était encore en francs suisses, j'ai dit, bah, ça m'a l'air une bonne montre. Ça m'a l'air une bonne montre. Je voyais des affiches partout dans la ville, voilà, quand j'allais au cinéma, bah, c'était encore une époque de foot, tu allais au cinéma, et avant le film, hein, tu voyais des pubs de Rolex, tu verrais même plus ça quoi, aujourd'hui. Et donc j'ai acheté cette montre. Mais, tu te souviens du modèle? Oui, c'était une 16-200, un modèle tout simple, que j'ai choisi sans essayer, que j'ai choisi sur le catalogue. 16-200, c'est une Datejust. C'est une Datejust avec une couronne lisse et des index en chiffres romains. Ouais, un chiffre romain, avec un bracelet Oyster, le Oyster classique. Donc c'est à la fois une montre qui a des... Donc ton contact, il t'a amené un catalogue ou quoi que ce soit? Oui. Non, il m'a dit, regarde si tu vois une montre qui voilà. Et il m'a dit, ouais, je peux t'avoir ça, ce qu'on appelait une montre faveur chez Rolex. C'est une montre faveur, donc c'était vraiment... non, mais ça veut dire que tu l'as eu moins cher? Ah oui, que le prix retail. Oui. Donc il t'avait pas enlevé la totalité de la marge du retailer quand même? Je pense que c'était un prix, c'est le prix auquel le retailer l'achète. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. Ouais. Mais bon, c'est très très discret ce genre de choses. Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, Rolex ne pratique même plus ce genre de choses. Cadran de quelle couleur? Cadran blanc. Index romain, voilà. Et avec le recul, je me suis rendu compte que pour moi, elle était en 36 mm. C'était un peu... Il y avait un aspect classique et puis très moderne tool watch, et ça n'allait pas ensemble. Mais bon, voilà, je me suis pas... Qu'est-ce qu'elle est devenue? Je l'ai revendue. Parce que... Il y a combien de temps? C'était il y a une quinzaine d'années. Voilà. Ouais. J'ai dit OK pour cette montre, mais j'étais à l'époque pas encore intéressé par l'horlogerie. J'ai dit oui, OK, c'est une bonne montre. Voilà, ça n'avait pas du tout la cote que ça a aujourd'hui. Donc c'était à cette époque-là, tu rentrais dans la boutique, tu en avais 20 devant toi et tu pouvais chercher. Tu la regrettes? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah voilà, c'est ça qui compte. Voilà. Et puis après, je pense que ce qui m'a fait vendre cette montre, c'est le fait qu'elle soit en 36 mm. Et définitivement, je pense que c'était pas un diamètre fait pour mon gros poignet. Et puis les index romains, avec le temps, je me suis dit, oh non, c'est ringard, quoi. C'est ringard. Voilà, et puis, comme tu l'as dit... Il y en a plein qui aiment, hein, les index. Voilà, oui. Toi, t'as aimé et t'aimes plus. Voilà, j'ai aimé, et t'as plus aimé. Tu l'as prouvé dans beaucoup d'émissions. Je pense qu'entre le moment où tu as 15, 18, 20 ans et 57 ans, comme je me prête à avoir aujourd'hui, tes goûts changent. Tes goûts changent. Ton approche par rapport aux montres change, voilà. Il y a des montres que j'envisageais pas du tout à l'époque qui aujourd'hui me titillent, et d'autres où j'étais complètement pamoison devant la boutique. Je la regarde plus, quoi. Voilà. Alors que celle-ci, par exemple, je continue à la regarder, je continue à l'aimer. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et ça fait 10 ans que ça dure, oui, tout à fait. Mais je regrette pas. J'ai toujours regretté après. Il y a un modèle que j'aimais beaucoup, c'était la Rolex. Que tu as eu? Non, que j'ai jamais eu, mais que j'en visais, qui m'a un peu... C'est la Rolex Explorer 1. Tu vois, avec des très simples. Ouais. Mais elle était en 36. Elle était en 36. Mais après, elle a été en 39. Elle a été en 39. Et je me suis dit, peut-être un jour, Rolex va la sortir en 41. Parce qu'ils avaient sorti, je pense, l'Oyster Perpetuel. Ils ont sorti d'ailleurs plusieurs modèles en 41. Je me dis, j'attends. Peut-être si elle sort en 41, j'y vais. J'ai envie de te dire, ils sont revenus un plus petits. La différence visuelle... Là, je vais me faire insulter, mais c'est pas grave, les amis. Non pas que j'ai l'habitude, parce que c'est pas du tout la philosophie de la chaîne et dans les commentaires, mais il s'avère qu'il y a quelques années, j'ai offert une Rolex à ma femme, une Oyster Perpetuel en 34, avec, si vous préférez, les index cardinaux 12, 3, 6, 9.
vous remplacez l'index cardinal de 12 heures par un triangle inversé. Ouais. Et d'ailleurs, pardon, à 12 heures, il n'y a pas un 12, il y a la couronne. Vous remplacez ça par un triangle inversé, vous changez le cadran de couleur, vous avez comme une petite Explorer 1. Oui, mais non, mes trucs, l'ADN, machin. En termes de design, pour ça que je dis ça, une Oyster Perpetual en 41 cadran noir, il me semble bien que ça existe. Pour toi, si tu n'intègres pas toute la partie émotionnelle et historique des montagnes, de l'alpinisme, de l'Everest, Edmond Hillary, oui, non, c'était pas une Explorer, c'était une autre, mais tout ça s'est inspiré. C'est dur de se déconnecter de cette partie-là. Par contre, le produit final est quand même très proche. Très, 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 très proche. D'ailleurs, j'ai regardé beaucoup cette Oyster Perpetual, la simple, la toute simple, sans date, parce que ça aussi, c'est des goûts qui évoluent. J'adore les montres sans date. Mais c'était une époque où c'était extrêmement... Enfin, on est rentré dans cette époque où c'était très, très difficile de les obtenir, quoi. Ah bah là, aujourd'hui, les amis, on a bien compris que l'époque que nous a relatée avec la fameuse Rolex Faveur, c'est bien terminé, les amis, puisque là, j'ai pas de punchline à sortir, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la Rolex Labeur, les amis, pour réussir en avoir une. Ouais. On enchaîne sur le célèbre quiz. T'es prêt? Oui. Tu as vu derrière toi qu'il y avait la belle casquette d'Alichous à gagner. Alors les amis, c'est toujours plaisant de préparer un quiz pour la première fois sur une marque parce que le champ des possibles est quand même plus vaste, quoi, tu vois. Alors que, par exemple, avec Rolex, ça devient difficile de trouver des questions où on peut essayer d'apprendre un truc. Ma foi, j'ai quand même essayé de mettre un petit peu d'humour dans les questions. Alors, on démarre par une première question sur l'histoire d'Alpina. Comment s'appellent les membres de l'Union horlogère ? Puisque c'est ça dont il s'agit au départ d'Alpina, qui est devenue une marque que tardivement, alors qu'en 1883, c'était une union de fabricants divers et variés créée par Gottlieb Hausser. Il connaît le nom, donc c'est fort. Comment s'appelaient les membres de l'union? Réponse A, les alpinistes. Réponse B, les calvinistes. Réponse C, les trappistes. Les membres de l'Union. Voilà. Les trappistes. Donc c'est Réponse A, alpiniste. Ouais. Réponse B, calviniste. Réponse C, trappiste. Il peut y avoir des ruses, il peut y avoir des feintes, il peut y avoir des jeux de mots, il peut y avoir un petit peu de tout, hein, tu le sais. Tu connais le calvinistes, je pense pas. Enfin, j'ai pas... J'ai pas mémoire de ça. Trappiste, c'est plutôt des marques de bière belge que je connais un peu, mais je dirais. Et la Belgique, c'est quand même pas loin du Luxembourg, hein. Tout à fait, tout à fait. Alpiniste, trappiste, calviniste. Attention, le compteur a démarré. Réponse A, alpiniste. Réponse B, calviniste. Réponse C, trappiste. Calviniste, c'est vraiment Genève. Il y a peut-être un piège, là. Je dirais... non, au hasard. Au hasard, j'éliminerais calviniste, mais peut-être trappiste. Non. Donc tu me dis quoi, alors? Alpiniste, calviniste, trappiste. Allez, va pour les... Je ne sais pas pourquoi, mais les calvinistes. Les calvinistes, aïe, il est tombé dans le panneau alors que tu avais détricoté toute la subtilité du truc. La bonne réponse, c'est les alpinistes. Alpinistes, tout Calviniste, c'est simplement un jeu de mots, simplement, n'exagérons pas, un jeu de mots avec iste comme trappiste, mais calviniste, c'est intéressant quand même. Jean Calvin est le leader, on va dire, théologique de la réforme de l'Église catholique, qui a été l'un des penseurs de l'Église protestante. Tout ça... Il faut que vous regardiez, les amis, que vous vous plongiez dans l'histoire difficile des guerres de religion en France, dans le royaume de France, et qui notamment a amené, avec la révocation de l'édit de Nantes, à la fuite de dizaines, si ce n'est de centaines de milliers de protestants qui travaillaient beaucoup dans les métaux, dans la précision, dans les pierres précieuses, dans les outils, etc., qui ont fui la France catholique.
et dont beaucoup se sont intégrés à Genève. Oui, tout à fait. Et qui a permis à la Confédération helvétique actuelle de devenir le leader de l'industrie horlogère. Pas que, bien évidemment, mais cette dimension est importante. Donc Calvini, c'était intéressant d'en parler. Et puis Trappiste, là, c'était vraiment le jeu de mots pour nos amis belges, les moines trappistes qui font des bières. Non, c'était alpiniste. Okay. Là, on était vraiment dans la notion de région. Ouais, et puis les artisans, les petites manufactures de pièces, de platine, de vis, etc., ils étaient toujours plus ou moins dans une vallée. Hein. C'était la vallée de Saint-Imier, la vallée de... etc., la vallée de Joux. Tout ça, c'est dans les Alpes. Ouais. On les appelait les alpinistes. Okay. Bon, donc, t'es mené 1-0. Oui, ça, c'est dur. Ah, c'est dur, c'est dur. Alors... un petit point sur la collection Alpina. Ouais. D'accord ? Ouais. Alpina propose un modèle peu fréquent dans sa collection Alpiner. Peu fréquent dans le sens, non pas qu'il en fait peu de pièces, mais que peu de manufactures ou de marques horlogères proposent ce type de montre. Réponse A, un modèle de type régulateur. Réponse B, un modèle à heure sautante. Réponse C, un modèle avec fonction alarme. Alors, ça je le sais, c'est le régulateur, modèle régulateur. Modèle régulateur ? Oui, tout à fait. Tu veux pas d'alarme, tu veux rien ? Non. Régulateur. Régulateur, bonne réponse les amis. Le régulateur, historiquement, c'est un modèle avec, où les aiguilles des heures et des minutes sont décentrées. Tout à fait. Alors là, on est à une époque horlogère où la technologie et la façon de fabriquer généraient beaucoup plus de frottement qu'aujourd'hui, notamment sur les pignons et sur les axes. Et donc le fait de séparer les aiguilles des heures et des minutes permettait d'avoir une plus grande fiabilité sur la grande aiguille des minutes, qui, elle, est positionnée au centre du mouvement. Et ça s'appelait, d'après ce que j'ai lu, mais là il y a vraiment pas une synergie, mais une concordance de faisceaux sur le sujet. Pourquoi régulateur ? Parce que c'était, on va dire, l'horloge ou la montre maître sur laquelle les autres montres pouvaient être réglées. Je vous rappelle quand même qu'il y a encore 30 ans, on pouvait appeler l'horloge parlante en France pour avoir l'heure. Au top, il est exactement 6h59 et 10 secondes. Voilà. Aux États-Unis, vous l'appeliez et now it's Bulova time, puisque c'était sponsorisé par Bulova. Écoute, c'est une bonne réponse. Montre alarme, on est plutôt dans l'ADN très très connu, vraiment Jaeger-LeCoultre avec sa Memovox. Plein d'autres en ont fait, les amis, mais avec des calibres Shield notamment. Mais c'est surtout Jaeger-LeCoultre qui est très connu sur le sujet. Très jolie montre d'ailleurs. Voilà. Et puis les heures sautantes, là il y a beaucoup de poésie. Tout à fait. On a découvert lors d'un épisode, je ne sais pas si tu l'as vu, je pense même que tu ne l'as pas vu, dans une séquence surprise, une réservoir Supercharge Port intéressante, vraiment dans l'ADN des compteurs des autos, avec une aiguille des minutes de 0 à 60, avec justement des aiguilles qui sautent. Plutôt pas mal. Sinon, il y a la Vacheron Constantin Mercator. Et là, c'est le travail des émaux avec le planisphère à l'époque des grandes conquêtes maritimes. Et 2 aiguilles sous forme de compas. Absolument fabuleux. Là, on est vraiment dans la haute horlogerie et l'artisanat. Tu mènes, tu ne mènes pas. C'est l'égalité. Nous sommes à égalité, les amis. Il nous reste quelques minutes et il n'y aura pas de prolongation. Oh là là. Donc, il faut absolument aboutir. Je crois qu'on va appeler ça le but en or. Il n'y a que les Français qui connaissent le but en or parce qu'on a gagné l'Euro 2000, les amis, contre les Italiens avec ce superbe penalty de David Trezeguet. Les amis, ça ne nous rajeunit pas. Non. D'accord ? On ne va pas rappeler la Coupe du Monde. Pourquoi ? Parce que les Belges ont perdu face à la France. Oui, je suis bien. C'est très douloureux. Le Belge très qui douloureux est fasciné par les montagnes, on le comprend. C'est bien différent le plat pays quand même. Mais en tout cas, des moines trappistes avec des bonnes bières belges, il y en a. Très fort. Là, on est très fort. On a très fort. Les amis, il est chaud. J'essaye de le divertir pour essayer de gagner ce quiz. Alors, comment se nomme
la collection Alpina de montres de plongée? Réponse A, Alpiner 4C. Réponse B, Simi. Réponse C, Seastrong. Là, il faut parler anglais, les amis, hein. Attention. Alors, sans hésitation, Seastrong. Seastrong? Oui, tout à fait. On est fort dans la mer? Ouais, c'est ça? Ouais, T'es sûr? Ouais. Sans hésitation? Ouais, sans hésitation. Tu veux appeler personne pour vérifier? Bonne réponse, les amis, super. Ben oui, Alpiner 4C et Simi, ça n'existe pas. Seastrong, c'est assez original comme nom. Ouais. Hein, c'est toujours dans la gamme? Ouais, c'est toujours dans la gamme. Ouais. C'est quelque chose que tu regardes? Non, parce que je n'aime pas la forme du boîtier, qui est une forme ni ronde, ni coussin. Ouais. C'est des angles qui sont découpés. Bon, après, c'est une affaire de goût. Je pense que la montre est très bien faite, costaud. Elle utilise le même mouvement que celle-ci. Mais non, c'est la forme du boîtier qui n'accroche pas, quoi. Moi, ça m'a fait découvrir de cette Seastrong, les amis, une nouvelle montre de plongée étanche à 300 mètres. Tout à fait, tout à fait. Pour 1 300 €, les amis. Donc, si vous cherchez le blockbuster du marché étanche à 300 mètres, il n'y en a pas. La Rolex Submariner, eh bien, vous avez une diver étanche à 300 mètres avec un look très original. Ouais, et il n'y a rien qui correspond aux autres. Donc, je vous invite quand même à aller voir, évidemment, à vous faire votre idée. Et si vous êtes téméraire comme Olivier, vous pourrez l'essayer visuellement, sans l'essayer réellement, et la commander en ligne si ça vous intéresse. Tonnerre d'applaudissements, les amis, belle victoire. Il s'est bien battu. Voilà la belle casquette d'Alicius pour toi. Tu pourras les traîner au Luxembourg, au soleil. Là, ça va faire des et là, jaloux, tu vas couper le soleil et tu pourras lire l'heure correctement avec ta Alpina Alpiner. Les amis, on enchaîne pour la séquence suivante, la séquence surprise. Alors, Olivier, je t'ai préparé, on le sait, Olivier a une Alpina Alpiner 3 aiguilles date. Et là, je lui présente un chrono original d'une jeune marque anglaise qui s'appelle Farer. La Farer Cobb Monopusher, chronographe monopoussoir. Tu as 2 pages avec 3 photos, des spécifications techniques. Nous sommes sur une montre à 2050 € en 40,5 mm et 12,2 mm d'épaisseur. Je sors mes lunettes. Il sort les lunettes, les amis, parce qu'il veut absolument voir de quoi il s'agit. Ah oui, très très. Est-ce que tu connais Farer? Alors, j'ai eu l'occasion de voir quelques comptes rendus sur cette marque. Ouais. Jeune marque anglaise, oui, c'est très intéressant. Je pense que certaines marques anglaises essayent un peu de pousser une horlogerie typiquement anglaise qui est des plus intéressantes. Et en l'occurrence, ce modèle-là n'est vraiment pas vilain du tout. T'aimes bien son style vintage? Ah oui, j'aime beaucoup. J'ai jamais eu l'occasion d'en passer une au poignet, mais voilà, ça fait penser à des codes et des références que j'aime beaucoup, notamment ici les pulsations, hein, la montre de docteur. Oui. Il y a eu quelques marques qui ont ce genre de cadran. Est-ce qu'on peut dire que c'est un monopusher un peu décentré? Ça, il y en a eu un paquet. Hein. Voilà. Ils sont très branchés pour revisiter un petit peu le vintage. Il y a Omega Chronostop qui en a fait des 60s, 70s. Puis il y a aussi Seiko. Hein. On a fait dans les années 70, très très sympa. Il y a beaucoup de chronos de toute façon en monopoussoir chez Anart, avec le bouton à 10 heures. Voilà, donc c'est un peu spécial parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien la symétrie. La symétrie. Si je mets le pouce et que j'enlève le monopoussoir, je trouve que c'est une superbe montre. Après, c'est une question d'habitude, mais il y a une fonction. Il y a une fonction derrière ce poussoir, parce qu'on a un chrono pour les pulsations. Voilà, c'est clairement une référence à une montre outil.
outil médical, probablement, avec les pulsations. Regarde un petit peu les autres photos, ouais. Notamment la... Ah oui, c'est pas mal du tout. Forme alors, du boîtier, on voit mieux le traitement, etc. Ah, j'aime beaucoup aussi l'espèce de quadrillage en diagonale, là, qu'on retrouve aussi sur certains... On va l'appeler guillochage. Hein. Guillochage, qu'on retrouve sur certains poussoirs, notamment de la Longines Legend Diver. Tout à fait. Qui étaient en fait les poussoirs des boîtiers EPSA. Ah ok, ça je ne connaissais pas. Ouais, qui était super compresseur, qui était sur des lips. Il y a eu des Gégère le coude de mémoire. Ouais. Il y a effectivement Longines et bien d'autres qui ont ce type de montre. D'ailleurs, il y a chez Alpina, il y en a il y a une sorte de Legend Diver comme ça avec qui est sympathique. Mais je préfère la Longines. Qu'est-ce que tu penses du fond de boîte ouvert? Alors, sur ce genre de modèle, j'aime beaucoup. Bon, c'est un mouvement, je vois des petites décorations. Voilà, c'est bien fait, ça a l'air d'être... Ouais, calibre Cesita SW base 500. Là, c'est le 510, mais c'est donc la version équivalente au 7750, dont le brevet est rentré dans le domaine public. Elle existe en bracelet acier. Tu vois, là, oui, mais je pense que ça fonctionne très bien sur le cuir. En plus, je vois qu'il y a des petites pompes rapides. Ouais, des pompes rapides. Ça, c'est vraiment dans la tendance actuelle. Je trouve que ça devrait presque être obligatoire sur toutes les... Et puis, le bracelet qui est un petit peu qui a un veau grainé comme ça, on le voit plus qui est avec ce petit look un peu vintage. Non, dans l'ensemble, c'est vraiment une montre très réussie. C'est équilibré, elle a une forme un peu de cadran tortue comme ça, boîtier tortue que j'aime beaucoup. C'est élégant, Voilà. Tu y vois une ode au fin des années 60, début 70, tout à fait. Où tu y vois quelque chose de trop similaire et tu vois, c'est un hommage dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Voilà, non, c'est un hommage dans le bon sens. Ouais. Je pense que c'est aussi une tendance aujourd'hui des montres néo-vintage. Ouais. Je vois par exemple les chronos Breitling, la B01 qui revient un peu dans ce style-là. Non, c'est quelque chose de joli, bien fait. La raison pour laquelle je l'ai choisie, c'est elle était dans une gamme de prix assez similaire au positionnement d'Alpina. Aujourd'hui, oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Et que, bien évidemment, c'était une marque qu'on n'a pas vue sur la chaîne. Ça te dit quoi justement cette marque ou ces jeunes marques qui ont pour le coup pas comme Alpina une histoire qui a débuté pas sous le nom Alpina mais en 1883 qu'est-ce que tu penses justement de ces marques qui ont 2, 3, 5, 10 ans maximum, tu vois? Ça t'inspire quoi? Ça t'inspire confiance? Tu aimes leur capacité à innover? Tu trouves ça facile? C'est quoi ton point de vue? Alors je pense que si on se replace au 19e siècle, quand la grande horlogerie a démarré, si tu posais la question aux horlogers de l'époque, ils étaient tous des nouveaux horlogers. Donc, ok, c'est très sympa d'avoir une date 1800 ou 1700 pour certains modèles parce que ça impose l'historicité de la marque, mais qu'est-ce que ça veut dire? Chacun a dû démarrer quelque part comme nouvelle marque. Donc, non, moi je n'ai pas d'a priori sur les gens qui créent des montres. Voilà, je suis possesseur d'une Nomos. C'est une marque qui a débuté dans les années 90. Qui n'a juste pas après la chute du mur et exact, relancement de l'industrie. C'est pas une marque qui a un passé historique faramineux, elle n'en a pas, mais voilà, aujourd'hui elle commence à en avoir. Et, je suis certain qu'une Fareur, si c'est un modèle qui plaît, qui perdure dans le temps, si cette marque perdure dans le temps, dans 30 ans, voilà, ils vont créer leur historicité. Après, c'est une affaire de goût. Même Rolex a été une jeune marque.
Bien sûr. au moment de sa création. Bien Donc, sûr. voilà, il n'y a pas de raison. Bien sûr. C'est la sagesse ça qui n'enlève parle, rien. Ça n'enlève les rien. amis. Bien sûr, il faut regarder toutes les marques de façon générale dans leur trajectoire historique, avec des hauts et des bas, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que c'est plus compliqué pour une marque qui a plus de 100 ans, mais qui a disparu de 70 à 2000. De revenir sur le devant de la scène. Il y aura plus d'a priori, je pense. Voilà, c'est plus difficile, probablement, mais je pense quand même que c'est aussi très très dur pour une toute jeune marque parce que tout à fait. Être distribué, tu vois, dans un point de vente, mine de rien, c'est quand même une donne où tu as un distributeur qui va acheter du stock et qui espère que les personnes qui vont rentrer dans son point de vente disent: moi, je voudrais une Farrer John Cobb monopusher. Et là, la probabilité que ça arrive, ça est proche de zéro, tellement la notoriété et la puissance médiatique de la marque est faible. Tu sais qui c'est, John Cobb? Non, pas du tout. John Cobb, les amis, c'est un pilote automobile qui est né en 1898 ou 99 et qui a été le détenteur du record du monde en voiture sur piste. En 1949, de mémoire, il s'est tué quelques années après à 394. Et là, j'ai un doute. Miles ou kilomètres/heure, là, je ne sais plus. Donc, ce qui est drôle, c'est que le John Cobb a eu le record du monde. Mais le seul dont on connaît ou dont on a entendu parler du record du monde, c'est Malcolm Campbell, l'un ou peut-être le premier ambassadeur officiel de Rolex, tellement la machine... Tu vois, Rolex est puissante sur le sujet, alors qu'en fait, des pilotes qui ont eu des records, et notamment John Cobb, il est là. Mais c'est John Cobb, ambassadeur de Farrer, et non pas Malcolm Campbell, ambassadeur de Rolex. Et ça, forcément, en termes de notoriété, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans plus tard, ça fait la différence entre Rolex, qui est le numéro 1 et le superlatif sur tous les sujets, ils ont une puissance, et puis des jeunes marques. Voilà. Et la conclusion de tout ça, les amis, il faut donner leur chance aux entrepreneurs et aux jeunes qui se lancent pour écouter ce qu'ils ont à raconter. Moi, j'ai envie de te dire, là, qu'est-ce que tu votes concernant cette montre? Vous le savez, il y a un petit sondage dans l'onglet communauté. J'adore, j'aime, bof, pas terrible. Au secours, pardon. Je dirais j'aime certainement, parce que pas j'adore. Il y a le petit côté de ce poussoir, le côté asymétrique du poussoir, qui ferait que si ça avait été un monopoussoir intégré, par exemple, dans l'aiguille dans la couronne. Dans la couronne, alors on aurait peut-être trop copié un modèle existant. Ou j'ai vu des. Voilà, c'est juste je suis quelqu'un qui aime l'esthétisme. Attends, tu peux pas. C'est soit j'adore, soit j'aime. Et malheureusement sur YouTube, il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas entre les deux. Ce sera la moyenne. Allez, je vais mettre un j'adore. Tu vas mettre un j'adore ? Ouais, j'adore. C'est dans l'air du temps, c'est une jolie montre. Je pense que le diamètre est tout à fait adapté. Les couleurs sont très très jolies. Entre ce bleu clair soleillé un peu glacé comme ça, l'échelle de pulsation jaune avec le petit 20 minutes là. Pas mal, hein ? Ouais, ça, c'est un petit côté peps. C'est pas mal. Donc tu dis j'adore ? Ouais, j'adore. Avec ce j'adore, les amis, ça me fait penser au fait que bientôt sur la chaîne, on aura une Dior chiffre rouge. Dior, j'adore, on a vu les amis, on va avoir un abonné, un invité, un client qui va nous raconter cette montre. Pour vous les amis, rendez-vous dans l'onglet communauté pour partager ce que vous en pensez de cette montre entre j'adore, j'aime, pas terrible ou au secours. On enchaîne pour la dernière séquence les amis, la séquence ta prochaine montre. Alors, qu'est-ce que tu as dans le tuyau là, parce qu'on a compris qu'il s'était réfléchi, il y avait de la sagesse, il y avait de la fidélité au produit. Ça fait 10 ans que tu as cette montre et on va dire qu'elle est aujourd'hui ta montre de cœur, ta plus belle montre.
pas celle que tu utilises quand tu travailles, etc. Est-ce que tu réfléchis ou tu réfléchis déjà depuis un petit peu de temps à la suite? Alors, je réfléchis depuis un petit temps. Là, le 15 avril, donc dans pas longtemps, je vais fêter mon anniversaire. Ouais. Bon, j'ai 2 optiques. Ouais. Il y a un modèle que j'aime beaucoup chez Tudor, qui n'est plus fabriqué aujourd'hui. C'est la Tudor Ranger en 41 mm, qui est un fond gris aussi, je pense. On peut l'avoir avec un bracelet cuir ou un bracelet acier. Elle a des index assez lisibles, une montre... là, on est vraiment dans une tool watch assez simple aussi. C'est ce côté simplicité que j'aime beaucoup. Donc, comme elle est plus faite, il faudrait que tu l'achètes en occasion. Je pense que occasion, ça va être carrément de l'occasion. Et alors, mais on va être proche de cet univers-ci. Et j'ai une autre envie depuis longtemps. Donc, j'ai quelques tool watch et je me suis découvert une passion pour les montres extra plates. Alors, peut-être pas une Piaget Altiplano, mais j'ai découvert la Zenith Ultra Thin. Donc Zenith Elite Ultra Thin. Ouais. Et là, j'ai vraiment flashé sur ce modèle qui doit faire, je crois, 8 mm d'épaisseur, très plat, avec une petite seconde à 9 heures. Les petites secondes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, on les aime parfois à 6 heures, 9 heures. J'observe même des breguets avec des petites secondes à 4 heures. Donc, je suis en train de découvrir cet univers des montres extra plates qui a tendance à me fasciner. Alors, c'est super différent. Oui, on est perspective. On est à l'opposé pratiquement de la tendance actuelle qui veut qu'on a des montres... oui, mais la tendance de qui? Voilà, de la tendance de qui? Plutôt sportive, bracelet acier. Là, je pars dans quelque chose... Je pense que dans le futur, il y aura un retour à ces montres très classiques avec des bracelets en croco, même si dans le futur seront plus des veaux ou voire des bracelets synthétiques, mais de ces montres extra plates, extra simples, voilà. Moi, je suis pas sûr de ça. Non. Non. Mais moi, en fait, je crois qu'il y aura pas. Le sujet, c'est pas est-ce qu'il y aura un retour ou pas. C'est que on a un truc de commun, tous ensemble, les amis, c'est que les années passent à la même vitesse. Alors, on va pas rentrer dans la temporalité du temps. Avec Einstein et compagnie, parce que là, sinon, ça va devenir fort compliqué. Mais avec l'âge, tu vois, tu en parlais tout à l'heure, etc. Et là, en parlant, tu parles de la Tudor Ranger, et là, je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Mais non, mais avec l'âge, on va sur des choses plus simples, plus sobres, etc. Donc, aujourd'hui, la Calatrava, chez Patek Philippe, c'est toujours des gros volumes de vente, parce que d'abord, c'est leur entrée de gamme en termes de prix, autour de 20 000 euros. Voilà. Là où je te rejoins aussi, c'est pour le coup, pour mes 40 ans, tu vois, pour mon anniversaire aussi. Donc, les amis, c'était pas hier, hein, avant-hier, mes 40 ans. J'ai eu une Zenith Elite à remontage manuel, et justement, extra plate, calibre Elite, avec la petite seconde à 9 heures, cadre en noir, magnifique. Ultra classique, et je l'ai toujours adoré cette montre, j'ai toujours beaucoup aimé, je la mets pour les grandes occasions. Bon, après, c'est mon secret à moi, ce que sont les grandes occasions. Quant à la Tudor Ranger, c'est quand même très typé comme montre. Et quand je dis très typé, c'est-à-dire que c'est très clivant. Donc, quand une chose qui est clivante, tu peux passer très vite de j'adore à en fait j'en peux plus. Voilà, et alors que une Zenith ultra plate comme tu l'as décrit, ou la Piaget Altiplano, les amis, et vous avez pu voir la vidéo première impression de Victor sur cette Piaget Altiplano, ça en est extrêmement simple qu'à un moment on pourrait se dire on s'emmerde. Tu vois, mais sauf que ce que tu recherches,
Toi, aujourd'hui, manifestement, ton ADN, c'est quand même la simplicité, quelque chose d'assez organisé, symétrique, etc., avec un petit peu de fantaisie. Ouais. Bon, la petite fantaisie sur la Zénith, c'est la petite seconde à 9 heures. Absolument. Sinon, on est très sobre. Alors que la Tudor Ranger, c'est plutôt ton envie ou ta logique de la Tool Watch. Oui, tout à fait. Il va falloir que tu tranches là-dedans. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, la balance, elle est un tiers Tudor, 2 tiers Zénith. Ouais, et là, tu vas trancher, trancher le 15 avril? Peut-être pas le 15 avril, mais certainement. On va aller vers ça. Ouais. Eh bien, les amis, c'est ce qu'on souhaite bien évidemment à Olivier, de trouver chaussures à son pied, de faire le bon choix. Puis si tu faisais un choix après que tu n'assumes plus ou que tu n'as plus envie, comme avec ta Datejust 16200, cadran blanc, les amis, chiffre romain, pas facile, forcément tu t'en es séparé. Ouais. Hein, les amis, les montres, c'est une histoire et parfois il faut infléchir et avoir une incidence sur sa propre histoire en achetant ou en vendant une montre, bien évidemment. Olivier, merci beaucoup. Merci Xavier. Il est venu du Luxembourg, les amis, pour nous parler de sa montre Alpina. Il ne repart pas en Alpina Bétis, les amis, il repart en TGV, figurez-vous. Hein, c'est bien ça, en passant par Metz et Thionville. Si vous voulez venir sur la chaîne, eh ben, écoutez, vous faites comme tout le monde, www.dailyshoes.fr. Je vérifie à l'oreillette qu'on n'est pas en train de me dire quelque chose. Vous remplissez un formulaire, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, de quel monde vous voulez parler, où est-ce que vous habitez, on trouve une solution. Beaucoup d'enregistrements sont en cours, hein, il y a beaucoup de choses. Attention, à un moment, la saison 3 va se terminer, on va faire un petit break pendant l'été. Bien évidemment, on repartira en septembre 2022 pour une saison 4. Tu te rends compte, la saison 4 voilà, le temps est relatif. Eh oui, les amis, et puis vous le savez, parce que c'est toute la philosophie de la chaîne, qui en parle le mieux? Un client, évidemment. Allez, ciao ciao!